Mais la réalité, sur un mec qui réussit, il y en a combien de milliers, de millions qui réussissent pas. Des fois, j'étais en faillite sur certaines boîtes. Des fois, j'étais en guerre, en procès avec des clients, avec des associés. Donc, j'avais pas la même énergie, etc. Physiquement, je sais que je vais pas bien. Mentalement, je sais que je suis à plat. Sur les 6 dernières années, j'ai avoisiné les 30 millions d'euros. Bon, merci Hassan de venir. Merci à toi pour l'invitation. C'est très gentil. Bah écoute, comme je te disais, on a un podcast plaisir par mois, donc écoute, je suis très honoré d'être le podcast plaisir du mois de septembre. Le nom du podcast, c'est Père Castor, raconte-nous ton histoire. L'idée, elle est assez simple, c'est de remonter à ton premier souvenir, soit d'entrepreneur, soit d'investisseur, et ensuite de remonter... Pas de vie. De vie ? Sinon, ça va être long. Ah bah si, le but, si tu veux, c'est de remonter à... D'ailleurs, t'as quel âge ? Je me suis posé 42 ans. 42 ans, ok. Ouais. Le but, c'est de remonter un petit peu à ton premier souvenir. Alors, ça peut être à 6 ans, si t'as vendu des cerises, ou tu vois. Et puis après, c'est de remonter le fleuve ou la rivière de ta vie et d'arriver à qui tu es aujourd'hui et essayer de comprendre un petit peu les différents sujets. Alors, il y a des questions qui sont déjà prévues en amont, des questions que je pose de manière régulière, puis des questions qui vont venir au fur et à mesure du podcast. Mais juste avant qu'on vienne à ce premier souvenir, est-ce que tu peux, en 2 minutes, nous expliquer, je sais que tu as beaucoup tu m'as dit tout à l'heure que tu avais plusieurs changements en ce moment, plusieurs évolutions, qui tu es aujourd'hui et finalement vers quoi tu t'orientes ? Pour faire la synthèse un peu de qui je suis investisseur et entrepreneur, je suis d'abord entrepreneur et investisseur par la suite depuis tout jeune. J'ai jamais été salarié, si ce n'est en faisant un contrat de qualif. Je sais pas si on peut le considérer comme étant du salariat. Je suis papa de 3 enfants, j'ai 42 ans, j'ai monté plein de sociétés dans tout type d'activités, de la restauration, de l'hôtellerie, de l'agence immobilière, du bâtiment, etc., marchand de biens surtout. À date, là aujourd'hui, j'ai entre guillemets bien gagné ma vie. Comme je te l'ai dit, j'ai 42 ans. J'ai des enfants qui sont adolescents. Dont une grande fille que j'ai eue quand j'étais jeune, qui a une 20aine d'années aujourd'hui. Et donc, je prends des chemins travail-plaisir. D'accord. Plus que travail extrémiste, comme j'ai pu faire ces 20 dernières années. Ok. Donc là, tu t'orientes plutôt sur des business plaisir ? Ouais. Tous les prochains business que tu vas faire, tu as une idée déjà ou pas de... Oui, alors il y a de la continuité aussi de développer mon patrimoine. Ça, c'est... Donc, tu as toujours de l'IMO aujourd'hui ? Oui. 80% de mon capital est dedans. Et c'est la continuité. Alors, après, je te mets quand même un bémol. À voir si les banques sont toujours friands d'accompagner un investisseur, si les lois françaises me permettent encore en France de faire de la levée, auquel cas... je me rendrai mobile et je ferai autre chose. Avant qu'on revienne sur ton premier souvenir d'investisseur, est-ce que alors, je crois me souvenir dans une vidéo que tu communiquais pas tant que ça sur les chiffres. Alors, tu as le droit, t'as tes réponses, j'ai mes questions. Ouais. Mais est-ce que tu as une idée à peu près de ce que tu as généré en termes de business sur les dernières années ou la meilleure année par rapport à cet écosystème pour qu'on ait une vue d'ensemble ? Sur les 6 dernières années, je m'en suis exprimé, donc c'est pour ça que je le dis publiquement, j'ai avoisiné les 30 millions d'euros. Ok. Tout business cumulé. Tout business confondu sur les 6 dernières années, donc ça fait à peu près 5 millions d'euros par an de chiffre d'affaires généré sur l'ensemble des activités. Ouais, à peu près. Ok, ça marche. Et en termes d'immobilier, tu disais 80% de ton portefeuille, c'est principalement ce qui va nous intéresser. Ouais. C'est pas composé de diverses choses. Hein. Ouais. Il y a de l'hôtel, il y a du pavillon individuel, il y a de l'immeuble de rapport. Tu as une idée à peu près de la valeur de cet ensemble immobilier aujourd'hui ? Et encore une fois, ça pour le coup, je l'ai évalué, je m'en suis exprimé et j'en ai subi les conséquences. C'est vrai ? Ouais. Bah, moi, je suis dans une petite ville de province sur laquelle je me suis retrouvé avec déjà des contrôles fiscaux. Ah oui ? Ouais. Une ville un peu particulière, une ville de réseau et une ville qui aussi a un fort taux de chômage, donc une population beaucoup dans la précarité. Moi, je suis issu de cette population précaire et forcément, à un moment donné, tu parles de Saint-Quentin ? Ouais, quand tu sors la tête un petit peu du bois,
On a envie de te dire, oh là là, c'est pas normal, on va te couper la tête. Et j'ai eu bon nombre de contrôles. Ouais, sur quasiment toutes mes boîtes, quoi. Que ce soit des contrôles ou demain. C'est pour ça que je fais même plus voir, si tu veux, quand je fais un projet immobilier. Ouais. Un projet immobilier, à peine je posais mon PC sur la façade, j'avais des recours des tiers. Ah ouais. Sans raison. Qui n'étaient même pas issus du voisinage. Donc, si tu veux, pour toutes ces raisons-là, je ne m'exprime plus, mais après, les gens... alors, je sais pas quel but ont les gens à savoir la valorisation d'une telle ou une telle. Peut-être certains vont le prendre pour de la référence. Ouais, je pense que d'autres vont le prendre pour de la compétition. D'autres vont le minimiser. D'autres vont le surestimer. Je sais pas à qui on s'adresse finalement. C'est beaucoup pour se positionner. Je pense que c'est pour ça que je pose la question. Et moi, le premier, quand j'écoute un podcast, tu sais, il y a un truc par exemple que tu connais certainement Génération Do It Yourself, le podcast. Il y avait un truc, et je pense que c'est très humain et on l'assume pas ou peu. Mais les gens sont contents de le savoir. Ouais. C'est, tu vois, j'aimais bien par exemple savoir les études qu'avait fait la personne. Alors ça semble ridicule parce que mais en fait je voulais juste savoir, tu vois, je me disais juste ok, s'il a fait telle école, on a à peu près un niveau équivalent aujourd'hui, parce qu'à ce moment-là j'étais étudiant et je me disais je peux peut-être faire ce qu'il a fait, tu vois. Et du coup c'était un peu ça la vision et l'idée c'est aussi pour ça de remonter à ton premier souvenir d'entrepreneur, c'est dire ok, t'es parti de Saint-Quentin, au départ je vendais, tu vas nous l'expliquer après, ou tu faisais ça. En plus toi t'as un parcours assez atypique. Pour le coup, tu as eu des montées, je crois que tu as fait plusieurs faillites, etc. Des grosses descentes. Donc c'est un peu pour donner de l'espoir et dire... finalement... Alors, si c'est pour donner de l'espoir, c'est pas... y a des gens qui ont fait beaucoup mieux que moi. Il y aura toujours. Et tu auras toujours quelqu'un, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu veux vraiment te sentir... apaisé avec ton propre chemin, ta propre réussite... ne te compare pas. En tout cas, moi, j'ai ce sentiment de ne pas vouloir me comparer, mais en tout cas, pour celui qui pourrait un tout petit peu s'identifier... Pardon de te couper, mais tu ne te compares pas aussi peut-être parce que tu es arrivé à un stade d'âge, de maturité, et où tu te dis, j'arrive à prendre de la distance avec ça. Mon père me dit toujours... J'ai beaucoup de distance avec... Mon père, il me dit toujours... te permet d'avoir cette distance. Mon père, il me dit toujours, mais Amaury... Et il me dit... Alors, il me dit plutôt, c'est normal de te comparer. Et c'est vrai que plus j'avance et plus je me dis, bon, je prends de la distance avec ça, mais j'ai encore ce sujet-là où j'aime bien savoir quand même. Moi, j'ai 25 ans. Ah oui. Donc, c'est ça aussi. Hein. À 25 ans, j'aurais eu les réseaux sociaux qu'il y a de maintenant. Je pense que j'aurais souffert. Comme tout jeune homme, jeune fille actuellement. Je pense que c'est une calamité, les réseaux sociaux. Ça peut t'apporter pas mal de choses, comme ça peut être archi pervers. Parce qu'à partir du moment où tu es bombardé de gens qui, hypothétiquement, ont une meilleure vie que toi, alors que c'est complètement faux. Hein, il y a beaucoup d'hypocrisie. Hein. Oui, mais n'importe qui poste un endroit... et on fait partie tous à notre échelle de ce cliché. Bien sûr. Un endroit, un moment, pour envoyer et éclater ton bonheur à la gueule des gens. Ouais. Quand tu vas pas bien dans ta vie et que tu retrouves ça plein de fois en scrollant, ça peut être très compliqué. C'est probablement positif pour des personnes qui sont dans une situation positive et qui ont vocation à aller chercher des choses différentes. Je comprends ce que tu veux dire, mais à un moment donné, et comme je te dis, je m'inclus dedans, à un moment donné, je pense qu'on est tous le cliché du truc. Tu vois, à tous se répéter des phrases un peu bateau, motivation, à tous... Moi, j'ai eu cette chance dans ma vie d'avoir connu énormément, comme tu l'as dit, des montagnes russes. Donc j'ai eu des phases d'euphorie extraordinaires par rapport à des réussites, à des sentiments plaisants de ma vie, j'ai aussi connu des phases très descendantes aussi au niveau de ma santé, de mes business, etc. Et des remontées après de santé, de business. Donc, si tu veux, ça te permet une chose, d'avoir un recul quand même assez cohérent sur la vie et pas se laisser emporter, je pense, avec des dynamiques qui peuvent, à un moment donné, être aussi perverses. Parce que tu vis pas non plus qu'avec, tu sais, tout un tas de phrases de motivation, tout un tas de trucs. Tu peux pas analyser non plus toutes les choses de manière binaire.
quand je vois des gars qui... il y avait le truc là en ce moment, une sorte de trend sur Internet sur la dépression est un luxe, par exemple. Tu vois J'ai pas vu, mais ok. En mode, un entrepreneur ne peut pas, c'est un truc à la Andrew Tate, un entrepreneur ne peut pas être en dépression. Alors non, un entrepreneur, il n'a pas le temps d'être en dépression. Moi, je peux pas aller chez mon... chez le médecin et demander un arrêt de travail. Vous me faites 6 mois d'arrêt, oui, bah, toutes tes boîtes qui coulent. Donc, pas de problème. Donc, tu n'as pas le choix. Tu continues, tu n'as pas le choix. Mais par contre, il faut quand même aussi, à un moment donné, relativiser. Des fois, tu as des syndromes, entre guillemets, dépressifs, faire un recul sur toi, analyser, etc. Je pense que... Ouais, mais regarde, à l'inverse, je vais te dire, et je me souviens très bien où c'était. La première vidéo que j'ai regardée de toi, c'était il y a 2016, 2017. Okay. C'était une vidéo qui durait plus d'1 heure. Tu étais sur un tableau et tu écrivais quelque chose. Tu vois cette vidéo, je pense une des vidéos qui a dû le mieux marcher te concernant. Enfin, en tout cas, je crois qu'elle a bien pété ensuite. Quand je l'ai regardée, il n'y avait pas beaucoup de vues au départ. Tu dois avoir quelques centaines de vues ou quelque chose comme ça. Je me souviens exactement, tu sais, j'étais allongé dans mon canapé et je l'ai regardé comme ça, allongé dans mon canapé. Puis après, je me suis acheté un paperboard, j'écrivais mes trucs, etc. Machin. YouTube, on est d'accord, c'est un réseau social. Alors, c'est différent, mais finalement, c'est un réseau social comme TikTok. C'est plutôt du contenu long, mais sur le principe, on est sur la même chose. Toi, à ce moment-là, alors certes, ça t'a peut-être porté préjudice sur certaines choses. Tu disais contrôles fiscaux, comment dirais-je, des problématiques par rapport à tes projets immobiliers, etc. Et tant d'autres. Et tant d'autres que tu n'évoques pas. On m'a volé mon entrepôt, on m'a cambriolé. Ah ouais. On m'a menacé. Mais de l'autre... Alors, non, mais... Je vais te faire la totale. C'est un western. Ah ouais. Ah ouais, c'est un western. Bah, on pourra y venir après, parce que du coup, il n'y a a priori pas que des côtés positifs. Mais de l'autre côté, alors, c'est pas que grâce à ça, mais c'est grâce à l'ensemble de cet écosystème dont tu faisais partie à ce moment-là, dont tu fais toujours partie d'ailleurs aujourd'hui, que moi, j'ai pu lancer des projets IMO dès l'âge de 18 ans, que j'ai acheté un bien immobilier quand j'ai pu à 18 ans, que j'ai continué à en acheter d'autres. Tu vois, Maurice, c'est ma fierté, c'est ma grande fierté. Et j'ai toujours été un petit peu comme ça. Alors, je le suis moins maintenant parce que j'avais un collègue des médias sociaux qui m'avait un peu taclé une fois, il y a quelques années. Il avait dit j'étais le Vita de l'immobilier. Toujours en train de chialer, toujours en train de se plaindre, etc. etc. Ah, mais tu avais un discours honnête. J'avais un discours. Et tu étais l'un des premiers à... j'étais le premier. Après, c'est devenu un système un peu marketing. Bien sûr. De dire, il y a eu des vendeurs de rêves. Voilà. Attendez, moi, moi je pars du principe que tu dois viser le maximum, tu dois viser le meilleur, tu dois être déterminé à atteindre tes objectifs. À partir du moment où tu as dit ce constat-là, moi, quand j'écris, tu sais, moi, les trucs, j'ai pas de plan B, j'ai qu'un plan A, etc. Non, moi, j'ai un plan A, j'ai un plan B, j'ai un plan C, et je vais faire toutes les lettres de l'alphabet. Pourquoi ? Parce que je vois les choses en arborescence, j'essaye d'être le plus stoïque possible. Cette philosophie du stoïcisme m'intéresse beaucoup. Mais en même temps donné, en voyant le cas le plus dramatique possible. D'accord ? Donc, à partir du moment où je me suis préparé au cas le plus dramatique possible, pour moi, c'est que du plus quand ça se passe bien. Tu comprends ce que je veux dire ? Bien sûr. Et en fait, c'est ce que j'ai tenté d'essayer de promouvoir à travers ma manière d'être, qui je suis, sur les réseaux sociaux. En plus, si tu vois une vidéo de moi en 2015, en 2013 même, en 2012, il y en a encore, je suis plus le même gars qu'en 2019. Bien sûr. Puis en plus, moi, j'ai évolué avec aussi... mes sensations. Des fois, j'étais en faillite sur certaines boîtes. Des fois, j'étais en guerre, en procès avec des clients, avec des associés. Donc, j'avais pas la même énergie, etc. Et d'autres fois, j'étais super énergique. Et donc, j'ai voulu être le plus transparent avec mon audience. Après, ça se voyait pas trop. T'es plutôt très posé, donc je pense que peu importe ton énergie... Ouais, mais moi, je le vois. Toi, tu le voyais ? Je le voyais. Quand je revois des vidéos de moi, physiquement, je sais que je vais pas bien. Mentalement, je sais que je suis à plat. Je travaille 23 heures sur 24. Et c'est même pas, comment te dire, c'est même pas exagéré. J'étais vraiment dans un système... Je pense que sur le sujet, parce qu'il faut quand même qu'on remonte à ce premier souvenir, et on a une vie quand même bien remplie à voir ensemble. Mais sur ce sujet, on s'accordera pour dire qu'il y a quand même des points, en effet, qui sont pas forcément les bons. Mais il y en a d'autres, je pense qu'on les voit pas tout le temps et on en parle que trop peu, parce que c'est vrai que je pense que le négatif est lourd, et surtout que toi, tu le vis directement, parce que du coup, le positif, c'est par l'intermédiaire des autres. Finalement, aujourd'hui, moi, que je sois heureux ou pas, on se rencontre aujourd'hui. C'est très bien, ça te fait plaisir sur le moment, mais ça va pas enlever tous les problèmes que tu peux avoir à côté. Mais en vérité, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai à gagner en restant sur les réseaux sociaux ? Si ce n'est, tu vois, regarde, quand tu m'invites à ton podcast, on dit oui tout de suite, si tu veux. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'aujourd'hui, je me dis, si je peux encore transmettre, même à un petit gars derrière qui a 18, 20 ans, cette envie
de se dire, écoute, moi à date, parce que c'est un peu l'histoire de ma vie, je suis un prolo dans une ville de province qui est la banlieue de France, finalement, dans une ville très pauvre, tu vois. Parce que souvent, on parle de Paris et la banlieue parisienne. Non, la vraie banlieue, c'est les villes de province, surtout après avec une dynamique économique très pauvre. Je suis bien d'accord. Mais moi, je suis originaire, tu sais, mon père, il vit dans un lieu-dit. Donc, quand on a acheté notre premier bien, on s'est positionné sur un bien dans une ville de 3000 habitants. Donc, c'est des campagnes en Bretagne. Et c'est très bien, c'est une bonne stratégie. Bien sûr. Mais là, moi, souvent, on disait, oui, il y a Paris et la banlieue parisienne, les gens sont défavorisés. Mais en réalité, alors, j'ai jamais vécu là-bas, donc j'imagine que c'est différent. Il y a d'autres problématiques, mais tu as les connexions avec des RER, etc. Tu peux venir. Moi, quand j'étais petit, je voulais être acteur. Quand tu habites au milieu de nulle part, tu peux pas aller faire les castings. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ça peut être différent. Ça change. Mais même à l'époque, c'était très compliqué. Tu vois, pour se déplacer, moi, c'était il y a 10 ans que je voulais être acteur. Quand tu habites au milieu de nulle part et que tes parents sont pas motivés à t'emmener, et encore, tu peux rien faire. Tu as 25 ans. J'en ai 42. Bah oui, c'était pas possible tout court. Donc, c'est-à-dire que pour nous, c'était impossible, déjà, même faire des études supérieures. Ah ouais? Bah oui. Financièrement, c'était pas jouable. C'était pas possible. Ça, c'est un vrai frein pour le coup. Ah bah oui. Et au-delà de pas être possible, c'est peut-être que t'as même pas l'information. Tu vois, c'est un peu ce que je me dis aujourd'hui, c'est que en fait, quand j'étais, je te raconte un peu ma vie au passage, mais quand j'étais en terminale, il y a une prof qui est venue 2 semaines avant la fin d'APB. Tu sais, APB, c'est admission post-bac avant Parcoursup maintenant pour pouvoir aller en études supérieures. Et elle nous dit, 2-3 semaines avant, elle nous dit pour ceux qui ont postulé, je sais pas si vous savez, mais il y a la classe préparatoire qui existe. Moi, je découvre le truc, je me dis, mais c'est magnifique. À ce moment-là, je savais pas vraiment ce que je voulais faire. Moi, je voulais faire de l'immobilier. Pourquoi? Parce que je voulais être rentier et rien faire de ma vie, parce qu'il y avait rien qui me passionnait. C'est bien ça. Ouais, c'est ce que je voulais faire initialement. Et en fait, quand elle m'a parlé de ça, je me suis dit, mais c'est génial. Il y a des perspectives qui sont vraiment... Et ça, c'est la différence. Quand tu parles avec des personnes qui ont vécu à Paris ou ailleurs, ils sont déjà tous au courant dès la 3e de l'existence de la classe préparatoire. Tout est déterminant. Alors, moi, je lutte, justement, et c'est un peu mon message, de lutter contre le déterminisme. Mais combien de success stories, que ce soit en France, aux États-Unis, en Europe, peu importe, existent réellement. On les met vachement en avant. Parce qu'elles sont différentes. Ça crée un récit. Mais la réalité, sur un mec qui réussit, il y en a combien de milliers, de millions qui réussissent pas. Quand tu nais au mauvais endroit, au mauvais moment, à la mauvaise époque, etc. Il y a plein de choses qui favorisent ou qui défavorisent ta mise de départ. Ça ne veut pas dire, et c'est pour ça que j'en témoigne encore aujourd'hui, que c'est terminé. Moi, en 3e, la conseillère de désorientation, elle me dit, avec tout son mépris de bonne femme ratée, dans le stéréotype de la nana ratée dans son bureau. Tu voulais dire autre chose, mais tu t'es dit, j'ai réfléchi 3 fois de ce que j'allais dire. Et elle me dit, avec pas mal d'insultes, tu vas aller en BEP chaudronnerie. C'était pas mon ambition d'être chaudronnier. Par contre, quand tu regardes maintenant, un chaudronnier, il est vachement bien payé. T'es chaudronnier, t'as un salaire de fou, t'investis dans l'immobilier, c'est peut-être le schéma intéressant à faire. Mais à l'époque, c'était une manière de te dire aviateur, chirurgien, médecin, espèce de pauvre débile, tu n'iras pas là-bas. Moi, ce qui m'a sauvé à cette époque, c'est qu'ils m'ont testé au niveau quotient intellectuel, etc. Sinon, j'étais dans une voie de garage. Ils t'auraient emmené dans un... Ah ouais, j'étais viré d'un lycée pour travail et comportement, parce que j'ai eu une enfance un peu compliquée, mais ce qui m'a sauvé, c'est que j'ai retrouvé un chemin général par le fait que j'avais des aptitudes. Ça nous permet d'enchaîner là-dessus, alors. C'est quoi le premier souvenir que tu as, soit d'entrepreneur, soit d'investisseur? De business? Ouais. C'est un souvenir de récréation où j'avais où j'avais reçu en cadeau, ça devait être un Noël, un truc comme ça, des cartes Michael Jordan. Ok. Donc à l'époque, il y avait un gros cahier où tu pouvais ranger Jordan, Pippen. Comme le foot après, ils ont fait. Voilà. Et ça marchait vachement bien. J'avais une belle carte de Jordan et je l'ai troquée avec quelqu'un d'autre qui m'en a échangé, je crois, 2 ou 3. Et j'ai compris qu'en fait, il y avait de la valeur aux choses. Et j'ai aimé ce sentiment d'accumuler des choses, etc. Puis après, ça a été des cartes. Puis après, finalement, je les ai vendues, etc. T'avais quel âge? 6e, je crois. Ok. Donc, collège, tu commences à troquer. Ouais. T'es où au collège? T'es à Saint-Quentin? Ouais.
Ok. Tu continues, qu'est-ce qui se passe? Il y a des choses qui se passent d'autres au collège ou tu t'occupes que des cartes? Non, pas vraiment. J'ai senti cette sensation d'aimer ça, d'aimer ce troc, mais c'est pas ce qui a fait de moi un entrepreneur. Tu vois, j'avais pas une vision à mais t'aurais pu avoir t'aurais pu faire d'autres business? Non. Non. Que du truc? Non, parce que j'ai eu après une adolescence... compliqué. Pas te dire, de petits branleurs, pas bien dans sa peau, qui sait pas trop s'il veut devenir une racaille ou je sais pas trop. T'en as déjà parlé de ça? Non. T'en as jamais parlé? Non, j'en ai jamais parlé. Et on peut en parler ou pas? Si tu veux. C'est quand tu dis que c'est compliqué à Saint-Quentin, en quoi c'est compliqué? Qu'est-ce qui a fait que pour la fille ou le gars qui nous écoute là, qui est probablement aussi peut-être plus âgé, j'imagine, si elle nous écoute quand même, mais qui a vécu ça aussi, c'est en quoi c'est compliqué d'être à la campagne? Bon, on n'est pas à la campagne, c'est une ville à l'époque, c'est une ville de 70 000 habitants. Mais par contre, on n'a pas de moyens pour avoir des loisirs. Il y a très peu d'espace culturel. Je suis en école publique, il ne se passe pas grand-chose. Ouais. Tu tournes un peu en rond. Moi, j'ai des parents qui sont divorcés. J'ai un père qui travaille beaucoup pour rien gagner. Ok, usine ou... Non, il était dessinateur en architecture. Ok. Mais par contre, exploité par un patron. Et puis, il a fait longtemps un cursus au RMI plutôt que travailleur. RMI, qui est l'ancien RSA. Qui est l'ancien RSA. Donc compliqué. Il n'était pas là la nuit parce qu'il essayait de finir des projets pour des gens sans se faire payer. Et donc, quand tu as 12, 13, 14 ans, que tu commences à te dire je m'ennuie chez moi, je vais aller voir dehors. Puis dehors, tu fais des rencontres, puis tu deviens une autre personne. Puis j'aime pas ma vie. Mon père, il est toujours... t'as les huissiers au cul qui viennent chez toi. Ah oui, t'as connu ça? Ouais, moi j'ai connu ça. Et puis j'ai connu aussi l'humiliation et la condescendance des gens plus riches que moi. Donc j'étais nourri par cette... Il y a une phrase de... C'est Danny Boone qui dit quand t'es pauvre, tu restes pauvre à vie. Il dit quand lui, avant de commencer sa carrière et de se faire connaître, il a payé avec sa carte bancaire. T'as le stress. Et c'était refusé. Ouais, je pense que tu le gardes toujours. Tu le gardes toujours. Là, on a fait des très belles vacances là, ces derniers temps. Et quand tu passes ta carte bleue pour payer tes extras, en sachant que tu as fait les extras, tu as fait plaisir à tout le monde. Et tu sais que tu as l'argent disponible malgré tout. Et tu sais que tout va bien. Tu es quand même obligé de te dire, mais si ça va pas, je ferai un virement, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Tu y penses toujours? Ouais, je pense que tu as un fond de toi qui pense toujours. Moi, j'ai eu une situation, on a des évolutions dans le business. À un moment donné, c'est pour ça que je te pose la question, parce que je trouve que cette phrase est très vraie. Tu as des évolutions, et il y a eu des moments où c'était plus compliqué que d'autres. Par rapport à des projets que j'ai faits, j'ai mal anticipé la trésorerie dont j'avais besoin, donc j'avais plus d'argent, et la carte n'est pas passée plusieurs fois. Et aujourd'hui, même si ça fait plusieurs années, à chaque fois que je passe la carte, je suis obligé de me poser la question. Et du coup, ce que je fais, c'est que je prends du liquide. Comme ça, si je peux pas payer avec la carte, je sais que j'ai le liquide pour pouvoir payer. Je peux comprendre. Alors sur des petites dépenses, évidemment, si tu fais une grosse dépense, tu n'as pas le liquide disponible, parce que j'ai pas envie non plus d'avoir des centaines ou milliers d'euros sur moi, parce qu'on ne sait jamais, mais toujours 50 ou 100 euros pour pouvoir... Je comprends. Je comprends. Après, ce sentiment, il s'atténue avec le temps quand même. Ok. Il s'atténue avec le temps. Et puis après, moi, j'ai eu cette chance d'avoir été très pauvre, mais j'ai reçu une éducation bourgeoise. D'accord. Donc, il y avait aussi une... Parce que tes parents venaient d'une famille où... Je pense que mon père s'alignait. C'était très protocolaire, très éducation sur les valeurs, le respect, etc., etc. Ça t'a aidé, ça, quand même? Ça m'a construit. Ça m'a construit. Ça a fait en sorte de créer en moi, quand j'ai eu la phase adolescente où je me disais, est-ce que je vais devenir un gangster ou je vais finalement être quelqu'un de bien. C'est les valeurs que m'a inculqué mon père qui a fait en sorte qu'à un moment donné, je m'arrête sur des bêtises que je pouvais commettre. T'es allé au lycée? Tu t'es fait virer du lycée? Je me suis fait virer du collège. Ah, du collège? Ouais, okay. Ouais.
Parce que j'avais abîmé le collège. Ok. C'est-à-dire Oui. J'avais abîmé le collège. Ok. Abîmé le collège et fait grand tort à des professeurs. Ok. Voilà, je peux pas aller plus loin. Ouais, et donc, ils m'ont viré et je suis allé quand même dans un autre lycée. Ouais. Donc, ils t'ont viré. Alors, t'es allé dans un autre collège, du coup. Non, parce que je me fais virer après la 3e Ok. pour aller en seconde. Ok. Ouais. Oh, donc, tu t'es fait virer 3-4 semaines, en fait. C'était sur la fin du collège. Ouais, mais en fait, le lien, c'est qu'ils voulaient de moi nulle part. Okay. Et je devais partir en chaudronnerie. Ok. Et alors, qu'est-ce que t'as fait? Ils m'ont fait passer un test de QI. Ok. Ouais. T'as eu quoi comme résultat? Après, ça va être commenté ou quoi. C'est le but. J'ai eu 145. Ah ouais, 145. Vache. Ouais. Et bon, tu me dis si je me trompe, mais la moyenne nationale... Non, mais c'est le QI d'Einstein, globalement. Ouais. Mais 3 semaines après, c'est pour ça qu'on peut en rigoler, c'est pour ça que c'est mal foutu, ce genre de choses. Ouais. J'avais 77. 77. Donc là, c'est le QI d'un singe, plutôt. C'est ça. Ok. Donc, si tu veux, ça ne veut pas te dire grand-chose. Alors après, avec le temps et quand j'ai évolué dans ma vie, plus tu fais des propres analyses, j'ai été diagnostiqué HPI. Ok. Mais sur ce moment, ça m'a sauvé, si tu veux. Ok. C'est marrant qu'ils aient fait un test de QI. Ouais. Du coup, ça a été demandé par mon père à l'époque. Ouais. Ok. Ouais. Et du coup, tu as pu aller dans un lycée général? C'est ça. À Saint-Quentin? Ouais. J'ai fait une seconde. Non, j'aurais pu. Parce que c'était le moment où j'étais vraiment un peu compliqué. Ok. Mais non, j'ai fait seconde, première, terminale. Terminale, j'ai dû aller un mois à l'école. Ok. Sur toute l'année. Ok. Et j'ai eu le bac. C'était ma plus grande fierté. 10,05, un truc comme ça. J'ai eu le bac pour mon père, en fait. Pendant 2 mois, je me suis arrêté. J'ai repris les bouquins. Pourquoi t'as fait que 1 mois si c'est pas indiscret? Je sais plus. C'est un gamin qui te cherche. Okay. L'école, je supportais pas, en fait. Ouais. Moi, le système de l'école, ma première vision de l'école, mes premiers souvenirs, c'est j'arrive, maîtresse, il n'y a plus de place. Elle arrive vers moi, une pré-retraitée, elle me met une gifle dans la gueule. C'est les années 80. Hein. Et ça, c'est mon premier souvenir d'école, maternelle. Non, l'école, moi, le concept de l'école, j'ai du mal. C'est pour ça que je parle pas d'école avec mes enfants. Si demain, j'ai un de mes fils qui vient me voir, qui me dit « Papa, l'école, j'en fais de la phobie scolaire », comme j'ai pu faire de la phobie scolaire, pas de problème, on te sort de là, c'est terminé. Le principe, c'est pas adaptable à tout le monde. Aujourd'hui, Dieu merci, ils ont étudié un peu la kinesthésie, le fait que les gamins soient auditifs, etc., etc. Et qu'il y a eu un peu ce concept Montessori, d'avoir de la compréhension différente. Mais un prof autoritaire face à 35 gamins, et tout le monde doit suivre le moule. Moi, l'idée de suivre le moule, déjà, oppression, quoi. Et vraiment, j'étais pas fait pour ça. C'était construit pour les besoins c'est construit pour un mec qui va devenir salarié, voilà, et qui va suivre le moule, etc. Faut comprendre qui est le client, quoi. Mais, c'est ça. Mais c'est vrai que malheureusement, on n'est pas tous clients de ce système-là. Non. Et puis moi, du coup, ça renforçait en moi de la haine, de l'aigreur, etc. J'étais pas du tout adapté à ce système-là. Bizarrement, je suis quand même allé jusqu'au bac. Que t'as eu? Que j'ai eu. Et après, t'as fait quoi? Après, j'ai fait un contrat en alternance qui me proposait de faire un BTS. Ok. Donc, j'allais pas en cours parce que ça me saoulait. J'allais au travail parce que j'aimais ça, je vendais des bijoux. Ok. J'ai kiffé parce qu'il y avait de l'or, des machins, des trucs comme ça. Donc, j'avais mes premières sensations. Donc là, on était au début des années 2000 alors? Ouais, 2000, ouais. Toujours à Saint-Quentin? Toujours. C'est marrant, je suis pas parti toujours à Saint-Quentin? Ouais, parce que toutes les opportunités, elles se sont faites là. Et en fait, cette ville, elle répondait après, dans mes affaires de travail, à un marché qui est pauvre, où j'ai mes premières opérations, j'ai acheté 300 € le mètre carré. Tu vois? Donc 300 € le mètre carré, quand tu as peu d'argent, c'est très facile. Et en plus, j'ai envie de dire, pour l'avoir fait, alors dans une mesure différente et plutôt dans des petits villages, mais pour avoir fait dans des zones rurales aussi, parfois c'est quand même bien, enfin, c'est peut-être, la réflexion, c'est peut-être plus facile de commencer quand tu viens d'une famille modeste, alors moi plutôt classe moyenne, mais dans un milieu moins concurrentiel sur ces villes-là, que de venir d'une famille modeste ou classe moyenne, puisque ça existe plus, pour le coup, ça existe aussi, pour le coup,
en région parisienne ou même en périphérie de grande métropole, parce que là, le marché est nettement plus concurrentiel et la porte d'entrée est quand même plus... C'est peut-être plus facile de commencer dans ces villes-là et ensuite d'aller chercher, même si le chemin est long et difficile, d'aller chercher des opérations dans d'autres villes. De toute façon, généralement, les Parisiens ou les banlieusards, parce que les banlieusards parisiens se considèrent comme des Parisiens, mais ils s'exportent dans des villes de province. Oui, investir. Ensuite ils souhaitent s'orienter vers... Il y en a beaucoup qui veulent investir en Île-de-France malgré tout, hein. J'ai l'impression. Ouais, après, ça dépend du ticket d'entrée et de ta capacité financière à accéder à ce ticket d'entrée. T'as raison, j'ai un manque d'objectivité sur un... C'est vrai que de toute façon, en Île-de-France, en dessous de 200 000 €, c'est très compliqué de se positionner sur une opération. Ouais. Donc, tu achètes ta première opération dès 18-19 ans ? Non, pas du tout. C'est vieux de se souvenir quand tu commences à être vieux. Non, de 18 à 19 ans, donc j'ai ce fameux contrat de qualif. Ok. Après, je me cherche un peu, sans me trouver. Je me rêvais sportif de haut niveau, donc j'étais pas mal doué dans pas mal de sports. Et au final, d'un coup, j'ai envie de devenir cycliste. Ok. Je fais une course de cyclotourisme, je vois les mecs chargés, je dis c'est pas la peine. Ils étaient tous chargés ? Ouais, j'ai vu 2-3 mecs se charger avant la course, donc je me suis dit compliqué, c'est début des années 2000. Ouais. J'arriverai jamais à être Richard Virenque, pour ceux qui ont la ref. Mais c'était mon idole de jeunesse. Et puis après, je tourne un peu en rond jusqu'à me dire je vais créer mon propre business. À 20 ans. Ouais, j'avais le temps de le faire, 22. T'étais dans les... Prêt-à-porter. Ouais, j'allais dire habillement. Ouais. C'est ça ? Prêt-à-porter et chaussures de sport. Mon rêve quand j'étais jeune, c'était travailler chez Foot Locker. Ok. Tu vois, on n'a pas des rêves très mais chacun ses rêves. Et en fait, je me suis dit, quand j'étais petit, c'était d'être caissier, alors, tu vois. Tu vois. Il faut respecter ces rêves-là, il faut aller au bout. Et je suis sûr qu'à un moment donné dans ta vie, tu as eu ce moment de transaction avec la caisse. Caissier, en fait, la chance que j'ai eue, c'est qu'il y a eu des caisses automatiques assez rapidement. Ouais. Donc, à chaque fois que je vais faire les courses, je suis caissier. Caissier tous les jours. Et moi, je l'ai eu, j'ai ce kiff de monter 3 magasins semblables à Foot Locker. Ok. Voilà. Ok, donc c'est ce que tu as fait. C'est ce que j'ai fait, ouais. D'ailleurs, toi, tu dois avoir la référence, pardon, mais ça me vient en tête, parce que je ne l'ai jamais dit ça. Mais mes parents me disaient tout le temps, quand tu étais petit, tu vas pouvoir être caissier chez Mammouth. Alors, je connais pas Mammouth. Ouais, c'est l'avant Auchan, en fait. Okay. C'est Auchan qui a racheté Mammouth. Ouais. D'accord, ok. Mammouth, c'était génial. Il me parlait tout le temps de ça. Ouais. J'étais petit. Ouais, Mammouth. Moi, j'ai connu Mammouth, c'est fin années 80. Ouais, moi, je pense pas qu'il y en avait. Mais... Bon, bref, et du coup, tu as monté 3 magasins de prêt-à-porter. Ouais, alors au début, j'en ai monté un, difficilement, dans une rue où il n'y avait pas un client. Ok. Je me suis battu. Au plus, j'ouvre avec un magasin qui veut ressembler à Foot Locker. Les seules marques qui te donnent accès à leurs produits, c'est Diadora. Déjà, tu connais pas. C'est Ernest. Ça, je connais, ouais. Un petit peu. Reebok à l'époque. Ok. Nike, tu peux t'asseoir dessus, il faut que tu aies déjà un shop qui fasse tant de centaines de milliers d'euros par mois. Ah oui, tu peux pas avoir des marques. Non. Okay. À l'époque, c'était comme ça, les conditions de chez eux. Et donc, galère pendant un an. Après, finalement, je trouve une faille dans les contrats de ces structures, Nike, etc. Okay. Et puis, je me dis, vu que j'allais souvent chez Foot Locker regarder un petit peu la tendance des baskets, puis je vois à chaque fois ils font des promos, je leur dis mais je peux vous racheter moi en tant qu'entreprise? Ah ouais, il appelle son régional, c'est légal, machin, je vérifie de mon côté, tout est légal. Donc je me fournissais chez Foot Locker et je mettais les godasses chez moi. Et je me suis fait connaître dans ma ville parce que j'ai vendu la fameuse requin. D'accord. Alors qu'elle était exclusive Foot Locker pendant des années et des années. Et il n'y avait pas de Foot Locker à 50 ans ? Il n'y avait pas de Foot Locker à 50 ans. Ah. Et du coup, l'ATN requin à Saint-Quentin, ça a amené de l'audience. Ouais. Cette audience m'a fait rencontrer, justement, tu me parlais de Mammouth, Auchan. Ok. Ils allaient créer une nouvelle galerie dans ma ville. Donc, ils cherchaient des magasins et ils voulaient faire implanter Foot Locker. Foot Locker refuse. Il y a ce mec-là, quand on parlait d'un gars qui vend des petites baskets en ville, dont la requin, et il vient me rencontrer. Et je lui dis, croyez-moi, je serai votre meilleur magasin. Il me fait confiance.
Ok. Donc là, je suis son meilleur magasin à 23, 24 ans à peu près. Ok, donc tu montes dans la foulée déjà ton deuxième magasin. Non, le premier, je le déporte. Ah, tu le déménages. Je vais là-bas. Ok. Il me fait un bail précaire. Ok. Parce que je suis personne, j'ai pas d'oseille. Il fait pas confiance à 100%. Il me laisse ma chance sur 2 ans. C'était des gros investissements Ouais. À l'époque, oui. Ouais. Là, aujourd'hui, tu sais plus ce que veut dire beaucoup d'argent sur TikTok et les réseaux sociaux. Mais, Non, mais tu mettais déjà... C'est quoi? C'était un loyer annuel à 50 000, quelque chose comme ça? J'avais commencé un loyer annuel à 24 000. Ok. Et sauf que derrière, les contrats au Imochamp à l'époque, c'était des trucs comme ça. Ouais. Un petit gars qui n'a pas d'avocat, qui... Moi, je sais pas tout ça. Et au bout de 2 ans, tu t'es fait... au bout de 2 ans, c'est taxe sur le chiffre d'affaires, c'est le loyer qui fait x5. Enfin, c'est une folie. Tu vois. Ah ouais? Ah ouais, c'est ce qui a aussi causé ma perte. Parce que des contrats comme ça, il faut que tu aies une armée d'avocats derrière pour suivre. Mais j'étais le seul indépendant dans cette galerie. Ok. Tu vois? Ok. Et au mètre carré, j'étais le plus rentable. Parce que de la TN requin, j'en vendais 20 par jour. Ah ouais? Et je la vendais de 220 €. Ok. Et tu l'as acheté Je l'ai acheté 120. Ok. Tu vois? C'était le truc qui t'a fait... Ouais, c'était le truc qui m'a fait. Alors, puis en plus, ça générait, c'était le début d'Internet, puis ça générait aussi de... Excuse-moi, ça générait de... Comment te dire? De la jalousie, de l'aigreur. Donc j'ai eu les contrôles de Nike, j'ai eu les gendarmes qui ont fait fermer le magasin pour vérifier si les numéros de série étaient bons. Ah bah ouais. Ah, ils pensaient que c'était des fausses? Ah bah oui. Puis j'avais les clients qui arrachaient la bulle comme ça. Hey, tu vas voir, c'est de la fausse. Non, mais t'as des malades, hein. T'as des vrais malades. Mais à partir du moment où tu crées un truc un peu sulfureux ou qui sort des normes, bah forcément, tu te retrouves avec tout un tas de... Non, mais c'est assez brillant, par contre, de penser à ça. De se dire, je vais aller chercher ce qui est demandé. Parce qu'en plus, alors c'est peut-être un cliché, je me trompe peut-être, mais j'imagine que la requin à Saint-Quentin, ça fait fureur. Ah oui. C'était typiquement ce qui était cherché. Elle est vachement revenue à la mode, hein. Oui, sur les jeunes aujourd'hui. Ouais, il y a peut-être un peu moins peut-être. Elle a eu une phase, mais tu sors 98-99, elle explose avec Jamel Debbouze. Ouais, ok. Tu vois, premier spectacle, il porte cette godasse-là. C'est devenu la basket des Lascars. Ouais. C'est devenu... en plus, c'était vraiment focalisé Foot Locker. C'est-à-dire qu'un magasin, un shop, chez Colette, par exemple, à Paris, personne l'avait. Pouvait l'avoir. Personne ne pouvait l'avoir. Donc il y a eu un mec qui s'est dit, tiens, je les achète chez eux, je la revends chez moi. Légalement, qu'est-ce que vous pouvez faire? Et tu pouvais la vendre au prix que tu voulais? Je la vendais au prix que je voulais. Non, mais c'est assez brillant quand même de se dire que des fois les Mais après, j'ai reçu un contrôle fiscal direct parce que j'avais un Intersport en face qui m'a voué une haine pas possible. Et il avait fait une lettre de 3 pages, le contrôleur était venu, il m'avait même montré fraude à la TVA. J'ai ouvert depuis 15 jours, donc fraude à la TVA, ça va vite. Tu vois, mais il est resté 3 mois avec moi dans le... À tout contrôler? À tout contrôler. Ah, l'enfer. Ah ouais, c'était un enfer. C'était un enfer. Donc j'ai senti mes premiers sentiments de business jalouse. T'en as eu tout le long? Ouais, j'ai eu tout le long. Après, sur les contrôles fiscaux, tous mes copains qui ont des boîtes qui tournent très bien, j'ai l'impression qu'ils en ont tout le temps. Hein. Bah, c'est une manière de la France de te récupérer le petit peu que tu as gagné. Ouais. C'est ça qui est fatigant. En tant qu'entrepreneur français, je pense que tout entrepreneur français qui subit ça, c'est très compliqué. Nerveusement, c'est très compliqué. En sachant que déjà que la France, elle te prend quasiment 70% de ce que tu gagnes et ce que tu génères. Si on schématise, je ne te parle pas d'optimisation, etc. Mais quand tu travailles 100, qu'on t'en laisse 30, et que sur les 30, on dit, tu as 10 ans pour qu'on vienne te dire, au fait, donne-les-moi, et puis tu remets un billet en plus. Ça fatigue. Et tu parles de la France, mais tu penses que... Pourquoi tu penses qu'on a un État qui... si tu as conceptualisé et réfléchi au sujet, prendre un État qui se comporte comme ça, et est-ce que tu crois qu'il y en a d'autres qui ne se comportent pas comme ça? L'Europe se comporte globalement comme ça. Okay. En Belgique, c'est sensiblement la même chose. L'Europe se comporte globalement comme ça. Alors moi, j'avais écrit un livre très franco-français qui s'appelait Influence financière, que j'avais beaucoup vendu en 2019. J'étais très fier de me dire que j'étais un mec d'extrême gauche, un capitaliste d'extrême gauche. Ok. Pour que les gens comprennent. L'idée d'humaniser, de repartager les richesses, mais qu'à un moment donné, la force travail est importante. Sauf que le Covid, moi, il m'a
il m'a fait comprendre que finalement, les DRH de l'entreprise France et moi, en tant que salarié de la France, on n'est plus spécialement en phase. C'est marrant, ça, cette manière de raisonner, j'ai l'impression qu'on la voit de plus en plus. Cette vision de dire, on parle de l'État comme d'une entreprise, finalement. C'est une entreprise, c'est un business. Elle a un numéro de siret, de toute façon, la France. Ah bon? Ouais. Sérieux? Ouais, à vérifier, hein, mais je pense avoir la bonne information, il y a un numéro de siret sur la France. Ah bon? Ouais. Ah, j'étais pas au courant de ça. Donc, on parle d'une entreprise. Ok. Ouais. Bon, on continue sur cette... donc, tu lances... Si j'ai faux, les mecs, ils vont dire complotiste. J'ai jamais entendu parler de ça. On vérifiera. J'ai jamais vu ça. On vérifiera. Mais en tout cas, ça n'empêche pas la réflexion qu'il y a derrière. Numéro de siret ou pas numéro de siret. Il y a une réflexion quand même de toute façon, tu es un produit. Que tu le veuilles ou non, tu es un produit. Tu as un numéro de carte d'identité, tu as un numéro de sécurité sociale, tu es un produit même après ta mort. C'est-à-dire que ton caveau, va falloir le payer même après la mort, etc. etc. Donc tu es un produit. Tu as une valeur argent. Mais tous les États fonctionnent comme ça, tu crois pas? Non, mais oui, pas de problème. Mais y a une autre façon de voir les choses. T'as peut-être des États anciens comme l'Europe, des États vieux, qui ponctionnent tout ce qu'ils peuvent ponctionner. Je te parle pas de ponctionner. Le principe de ponctionner, justement, j'en faisais la promotion. C'est-à-dire que moi, si demain tu me dis, prends-moi 70% de ce que je gagne, mais que quand je vais à l'hôpital, je suis pas obligé d'aller à l'hôpital américain, payer une fortune pour être bien pris en charge, que j'arrive à un hôpital public dans une ville de province, que j'ai des gens compétents et une prise en charge correcte. Si l'hôpital public n'a pas de moyens, c'est une catastrophe. Combien de gens meurent, ont des staphylocoques, etc. etc. C'est une catastrophe. Si dans l'école, il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas d'éducation correcte, parce que tu as un pauvre prof qui finalement tombe en dépression au bout de 2 mois parce qu'il a 45 élèves devant lui et que c'est un bordel sans nom, ça va pas. Si mes routes, à chaque fois que je roule avec ma super Lamborghini, j'abîme mes pneus, non, je suis pas d'accord. tu vois ce que je veux dire? Mais c'est ça l'idée. C'est-à-dire que tu dois, à un moment donné, il y a une opacité, en fait, dans la ponction des ressources qui pose problème. Qui peut-être avec une... Alors, peut-être qu'ils pourraient le faire dès aujourd'hui, mais peut-être avec l'évolution de la digitalisation de la société, pourrait être de moins en moins opaque. Parce que j'imagine que c'est très difficile à faire dans un monde comme on a eu auparavant. Demain, avec une intelligence artificielle qui tourne pas trop mal, tu peux peut-être essayer de voir quelle ressource est allouée à quoi. Après, Mais est-ce qu'ils ont intérêt à le faire? C'est ça. Est-ce qu'ils ont intérêt à le faire? Après, la politique, c'est aussi un autre domaine. Hein. Ouais, c'est un autre domaine que je découvre et je pensais pas que... C'est un autre domaine, c'est un domaine obscur. Moi, j'ai été approché aussi par des cercles. Le fait de me mettre aussi ostracisé ou même isolé, parce que je veux pas appartenir à une communauté, à un cercle, à un membre, à un truc, m'a causé aussi des torts. Surtout quand tu tombes dans des sphères où il y a de l'argent. L'argent est souvent assimilé avec aussi une partie pouvoir. T'as jamais dit oui à rien? Rien. Ça m'a causé du tort. Ok. Ouais. D'autres contrôles fiscaux? Ouais. D'autres trucs. Ok. D'autres trucs. Tu penses, t'es quasi sûr que c'est lié à ça? Ouais, bah oui, parce qu'ils te le disent clairement. Ah, ils te le disent? Bah oui, parce qu'ils sont intouchables. Quand t'es intouchable aussi, t'as un sentiment d'impunité. T'as des gens que t'as connus ou que t'as côtoyés, tu sais qu'ils sont quasi intouchables. Ouais. Alors localement, régionalement, mais ouais, intouchables. Genre ils ont jamais de contrôles fiscaux, on les embête pour rien. Non. Ils ont le pouvoir. Ok. Bon, intéressant. C'est pour ça qu'il y a des mecs qui préfèrent avoir le pouvoir à l'argent. Ouais, la fameuse série House of Cards. Ah, je sais pas, mais en tout cas... Quand tu commences la série House of Cards, il t'explique qu'il veut devenir président des États-Unis. Pour le pouvoir. Et il te dit, ceux qui veulent avoir de l'argent, ils ont... En gros, il te dit, alors, je sais plus la phrase exacte, mais t'as rien compris, si tu veux de l'argent, le seul truc intéressant, c'est le pouvoir. C'est vrai. C'est vrai. Non, mais t'as refusé le pouvoir. J'ai refusé le pouvoir. Parce que j'ai refusé... J'ai vulgaire. Hein. J'ai refusé de sucer des bites. Désolé pour l'expression, mais c'est un peu ça l'idée. Je déteste, en fait, à devoir rendre. Ouais. Des comptes. C'est-à-dire, rendre des comptes, ou même qu'on me dise, tu vois, je t'ai rendu ce service,
tu devras me rendre ces services, tu vois, par obligation. Si tu me rends un service, je le ferai naturellement. Mais si tu me dis tu dois me le rendre, c'est moi. J'ai un esprit trop pirate pour ça. C'est pas possible. D'ailleurs, autre terme qui est beaucoup utilisé dans l'entrepreneuriat est un peu cette notion pirate aussi. Ouais. C'est un peu cette notion de, aujourd'hui, les entrepreneurs, et les entrepreneurs peut-être encore plus du digital, sont un peu des pirates de la société. La plupart du temps, ils veulent éviter de correspondre à ces cases. J'ai l'impression. Alors attention, tu crois pas de qui on parle? Est-ce qu'on ceux qui veulent être hors normes à la société ou ceux qui s'exilent et qui fraudent les choses? Non, ceux qui veulent être hors normes à la société. Hors normes, il n'y a pas de problème. Ouais, qui restent en France et qui... Je pense que ça fait aussi partie de ta... de toute façon, regarde, tu as été construit par l'enseignement, l'éducation nationale pour devenir un salarié. De toute façon, tu es entrepreneur, tu es quelqu'un déjà d'à part. Ouais, c'est vrai. Tu pars sur une vie qui n'est pas normale. Tu pars sur une vie déjà qui est instable par rapport à ton business. Alors qu'on t'a vendu la stabilité depuis que t'es tout petit. C'est ça. Pour moi, t'es le symbole. Tu vois, les masculinistes, ils devraient se pencher là-dessus. C'est tous les mecs qui font des trucs là-dessus. Un entrepreneur, c'est un chef de meute. Il attend pas que quelqu'un vienne lui donner la béquille. Il doit aller chercher son argent. Pour les siens, pour sa famille, pour lui-même, pour sa survie. Tu vois non, mais c'est une autre vision, une autre conception de la société. Et du coup, peut-être qu'en effet, le pont entre l'entrepreneuriat et la politique n'est pas simple. Non, il est... Parce que finalement, la politique s'apparente à un monde plutôt salarial, si je comprends bien, d'après ce que tu en dis. C'est salarié pour la plupart. Un député, un cumuleur de mandats, c'est un salarié. Il est salarié de l'État. Ils font des fortunes avec ton argent. Non, mais c'est vrai. Non, mais la réalité, c'est ça. Il y a des mecs, ils ont un gros patrimoine. Et t'as fait quoi dans la vie? J'étais maire et député. D'accord, bien. Et toi? Moi, je me suivais tous les matins à me lever à 6h du matin, à me coucher à 23h du soir. On fait pas le même job. Et quand tu as eu, parce que tu as eu cette idée un petit peu d'aider, d'éveiller par l'intermédiaire de YouTube, est-ce que l'étape suivante, c'était pas d'aller... Tu crois qu'aujourd'hui, si jamais tu as cette vision-là, c'est parce que tu penses que le système est trop vérolé pour changer quoi que ce soit, même en ayant une position politique? Tu as toujours une âme et une conscience politique. Forcément. Faire de la politique, c'est la vie de la société. Ouais. Donc, tu as toujours une conscience à te dire ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Maintenant, je ne suis pas encarté, ni je vote pas. Alors, tu me diras, tu fais de la politique, mais tu votes pas, etc. Mais c'est un choix politique de ne pas voter. Parce que je crois peu en les hommes. Donc, j'ai du mal à fédérer autour de quelque chose. Tu voulais en venir où par rapport à ta question? Non, la question, c'était de se dire, tu as commencé sur YouTube en éveillant les esprits, en disant... Je fais de l'investissement immobilier, voici ce qu'il est possible de faire, etc. Moi, je voulais surtout parler aux gens, à se dire, écoutez, peu importe qui tu es, d'où tu viens, ta couleur de peau, il est possible, avec un petit peu de courage, un petit peu d'effort, parfois pour certains ça sera plus compliqué, de s'en sortir et de faire des choses. J'avais trouvé une voie qui était l'investissement immobilier. Pour moi, c'est comme si j'avais rencontré le Messie. Je dis, oh putain, c'est formidable. Moi, prolétaire, moi qui suis au RSA à ce moment-là, il y a des moyens de gagner son argent différemment. Les gars, je vais vous expliquer progressivement mes étapes pour atteindre au départ, c'était une liberté financière. Ouais. Et puis après, moi, j'ai toujours été entrepreneur dans l'âme. Donc, mais tu vois, nous, c'est une des missions, et c'est pour ça que on continue et on avance sur cette activité. Une des missions aujourd'hui avec le centre de formation qu'on a, c'est d'avoir une vision plus générale, d'essayer de structurer le marché, parce qu'il y en a qui veulent faire du bien, d'autres un peu moins sur ce marché, cet écosystème qu'on connaît, que ce soit dans l'immobilier ou l'entrepreneuriat, mais avoir quelque chose de sérieux pour demain continuer à éveiller les esprits sur ces sujets-là. Ça peut passer par ça, parce que moi j'ai décidé d'avancer là-dessus et parce que je pense que c'est une bonne solution, mais la politique peut être un sujet aussi. Il y a Simon d'Aragon que tu connais peut-être dans l'écosystème, c'est un avocat fiscaliste qui est assez connu dans le domaine et qui accompagne beaucoup d'entrepreneurs dans l'immobilier, et qui s'est lancé pour être député. Je sais pas si c'est la bonne chose, en fait, j'en sais rien. Simplement, aujourd'hui, j'ai l'impression que de plus en plus, c'est aussi Paris, je pense, qui fait ça. C'est aussi pour ça que je suis venu ici. Mais tu rencontres de plus en plus de personnes, et il y a de plus en plus de personnes dans ce milieu politique. Et
Je sais pas ce qu'il en est, je sais pas si c'est bien ou pas bien, mais peut-être que pour changer les choses de l'intérieur... Je sais pas, alors, est-ce que tu veux changer des lois pour favoriser un confort mercantile, ou est-ce que tu veux t'investir en politique pour favoriser le bien des gens? Alors, moi, pour l'instant, j'ai pas... Est-ce que les deux sont peut-être liés? Ouais. Peut-être, j'en sais rien. Mais moi, si je me lançais en politique, c'est vraiment qu'il y a un truc qui m'accroche en termes d'humanité. Tu vois, par exemple, tu vois ce que je veux dire? dis une bêtise, mais tu es sur la partie éducation. Et tu essayes de... Alors, j'imagine que ça prendrait une décennie sans problème, mais d'avoir une possibilité aujourd'hui. Parler de l'école Montessori, je sais pas exactement comment il fonctionne, mais je sais qu'il y a des choses différentes, il laisse plus de liberté aux enfants, etc. T'as probablement des choses qui peuvent se faire. C'est tout bête, mais l'éducation financière, enfin, j'imagine que comme moi, tu trouves ça quasi... Alors, il y a des raisons pour lesquelles c'est pas évoqué, mais peut-être qu'il y a des changements de paradigme aujourd'hui. On voit que les États-Unis, il y a une vision plus entrepreneuriale et que ça les empêche pas de continuer à avancer. Ouais, alors au-delà de l'éducation financière, il y a aussi une éducation des valeurs. Je suis pas sûr que les cours de civisme en France suffisent à te faire conscience de ce qui est le bien et le mal. Déjà ça, c'est compliqué. C'est compliqué. Tu penses qu'il y aurait trop de choses à revoir? Non, pas trop de choses à revoir. Faut les revoir, de toute façon. L'éducation, c'est la priorité. Le futur, c'est pas moi. C'est les gamins qui suivent. Le futur, c'est les gamins qui suivent. Je vois mes gamins dans leur club de foot. T'as des gamins, ils sont border comme j'ai pu être border. Et pourtant, moi, j'avais reçu une belle éducation. L'éducation, c'est la base. Bon, on ne te verra pas tout de suite en politique, contrairement à Edouard Non, Philippe parce que qui a annoncé sa candidature. J'ai été fan de Bernard Tapie. Ok. Fan, entre guillemets. C'est-à-dire, j'ai pas une photo de lui. T'aimais bien la vision. Je prie pas Bernard Tapie, mais c'est un gars qui m'a éveillé. Vraiment. J'aimais beaucoup le personnage, sa gouaille. Bref, j'en ai parlé tellement de fois que j'ai pas besoin de dire. Son franc-parler. J'aimais tout de sa vie. Mais il a fait une erreur. Il a fait de la politique. Il a fait de la politique. Et je veux pas faire cette erreur. Je veux faire du foot. Pas de problème. Je me suis battu là récemment pour acheter un club de foot. Ah, lequel? Le club de ma ville. D'accord. Ouais, qui est en quoi? Hein? Ils sont encore en National. Ils étaient en National 2, là ils sont tombés en National 3 et puis... Donc semi-professionnel quand même. Semi-pro, ouais. Puis sans moi, je pense qu'ils finiront en Régional 1, là, et ils vont mourir. Mais je continuerai à me battre pour l'avoir parce que je pense que ma candidature est légitime. Ok. Par rapport à ce qui est fait là dans le club. Mais non, pas de politique par rapport à lui et à son vécu. Tu vois, si je transmets des informations, moi, sur Internet, comme toi, c'est pour tenter de convaincre des gens, ou d'accompagner des gens. Je suis passé par là, j'ai pris un mur. Essaie de passer par là, tu le prendras pas. Bah, lui, le fait d'avoir vu sa vie à travers le mur qu'il a pris, à travers la politique. Et puis moi, je les ai côtoyés, certains, en politique. Je connais le après caméra, je connais les discours, je connais le cynisme. Ah non. J'étais première année où j'arrive à Audencia, école de commerce de Nantes. T'as un gars qui me dit, il s'appelait Jacques, pas donner son nom de famille, mais moins son prénom, il s'appelle toujours Jacques d'ailleurs. Et il me dit, donc Jacques on parle, on parle, et il me dit Amaury, on parle de plein de choses, et puis bon, il venait d'une très bonne famille parisienne. Audencia, c'est un peu la rencontre des deux mondes. T'as les personnes qui viennent de zones rurales, qui ont bossé et qui sont réussi à venir. Avec l'élite de Paris. Exactement, qui n'a rien foutu et qui se retrouve à Audencia et qui va un peu par dépit, mais bon, qui dit ok, c'est la dernière école où j'accepte d'aller, quoi. En gros. Et ils viennent chez les ploucs. Voilà, exactement. Chez les autres. et du coup, on discutait avec Jacques et puis il me dit... Appelle le Manu. Et il me dit Amaury, tu sais, mes parents connaissent beaucoup de députés. Moi, j'ai pas eu l'occasion de le vivre encore, mais beaucoup de députés qui viennent à la maison manger, etc. Et parce qu'on parlait de politique, et moi j'étais assez positif, tu sais, je reprends une autre phrase d'un autre politicien, Nicolas Sarkozy, qui dit si à 20 ans t'es pas de gauche, t'as pas de cœur, et si à 30 ans t'es pas de droite, c'est que t'as pas réussi ta vie. Et donc moi à ce moment-là, j'étais... C'est pas forcément faux. Hein. Il y a un peu de vrai dans ce qui est dit. Et il me dit, et donc moi à ce moment-là, j'avais 21 ou 22 ans, et 2-3 ans avant, ça devait être l'élection, la première élection où j'ai voté, donc ça devait être 2018. Ouais, c'est ça, 2018. Et donc j'avais voté pour Mélenchon à l'époque. Donc bon, c'était un choix. Et si tu veux, je vote pour Mélenchon.
Et donc, moi, j'avais des convictions encore de gauche à ce moment-là, enfin, plutôt même extrême gauche sur ces sujets-là, et on les évoque. Et il me dit, mais tu sais, moi, il y a des députés de gauche ou d'extrême gauche qui viennent à la maison, mais si tu les entends parler pendant le repas... Ils sont à la limite d'extrême droite. Mais ils ont... ça a été aussi le problème du socialisme, qui s'est voulu antiraciste et qui a été finalement bien pire qu'une droite identitaire. Mais c'est un peu toute la difficulté aujourd'hui, c'est que peut-être que sur l'aspect entrepreneur, justement, comme tu dis, pirate, un peu hors norme, on a tendance... Alors, il est vrai que, tu vois, on parlait tout à l'heure d'une personne en interview où on disait qu'elle n'était pas forcément pareille en réalité qu'en interview. La plupart, c'est l'une des rares personnes avec qui ça s'est passé. La plupart ou la majorité des personnes que j'ai eues, ça s'est très bien passé, même en off. Ils avaient une vision qui était similaire, ils disaient la même chose, etc. Et donc, finalement, peut-être que l'entrepreneuriat a moins d'hypocrisie, même s'il y a des chiffres qui sont exagérés. L'infoprenariat n'a que de l'hypocrisie. L'infoprenariat, je dirais, expatrié. Tu crois pas ? Pas forcément. Ah ouais ? Moi, je me suis rendu compte que tous les mecs qui ont un média et qui ont une sensation de reconnaissance ou de like pètent un câble. Et ça, je te parle d'un gars comme moi qui est là depuis 12 ans, que je vois l'évolution. Déjà, à l'époque, c'était qui a la plus grosse base mail ? Tu vois ? Moi, je te parle pas. Après, si tu as 1000 abonnés YouTube, attends, t'en as que 100, je te parle pas. Et je l'ai vu encore récemment. J'avais été à une rencontre d'entrepreneurs, d'infopreneurs. Enfin, ils se disent entrepreneurs, mais ils sont infopreneurs. Il n'y a pas de mal à être infopreneur. Je me dis, allez, pour un mec pas sociable comme toi, fais un effort. T'as peut-être raté le coche parce que t'as pas bien réseauté. Je me dis, je me fais violence. Donc j'y vais avec un copain qui s'occupait un petit peu de mon marketing. J'ai dit, allez, vas-y, on y va. Je vais aller voir, je vais dans ce truc. Je suis très bien accueilli par l'organisateur, c'était Alec Henry. Et j'ai rencontré que des mecs entre 20 et 30 ans, des mecs et des nanas entre 20 et 30 ans, qui sont le showbiz, le stéréotype et le showbiz 2.0, c'est-à-dire, je vais te parler. Il nous reste 2 minutes, pardon. Ah ouais, on a abusé. Tu peux 10. Je l'appellerai le rendez-vous. Je reprends ? Vas-y. C'est juste que j'ai un autre tournage. Ah, ok, bon, on enchaîne. Qui sont le stéréotype du showbiz qui était sur les médias mainstream, que tu retrouves maintenant sur les médias sociaux, en fait, si tu veux. Et je me suis dit, non, ce monde, il est pas pour moi. Ouais, je suis assez d'accord. Mais en même temps, je reviens dans ce sens-là, même si Alec, je le connais très bien, et je l'ai eu d'ailleurs en podcast. Alec, il est à l'étranger, il est à Dubaï. Donc, on est sur cette partie... peut-être que les gens qui viennent à cet événement ne le sont pas parce qu'ils n'ont pas soit les moyens, soit... Ouais, il y avait un peu de tout. Des locaux, des oui, mais Français, en tout cas, des expats. Ils ont cette vision de vouloir aller vers... Ils ont cette vision de je paye le moins d'impôts, je fais un braquage à l'étranger. Voilà. Je reviendrai au cas où j'ai un problème au genou. Tu vois, si on va à un événement de Hassan ou d'autres entrepreneurs qui sont restés en France et qui plébiscitent ou qui, même si vraisemblablement ta vision a l'air d'avoir un peu changé, mais qui poussent un peu à rester en France, à dire que... Non, mais la France, c'est pour moi le plus beau pays du monde. C'est juste qu'à un moment donné, quand tu as les DRH qui ne te conviennent pas, tu changes d'entreprise. Si je dois changer d'entreprise à un moment donné, parce que l'entreprise, elle est en difficulté, ou que l'entreprise, elle est menacée, parce qu'il y a une OPA d'une autre entreprise, tu vois, tu te délocalises. Je demande mon solde de tout compte et je m'en vais. Et en plus, quelque part, la parallèle peut se pousser jusque-là. C'est si je liquide mes actifs ici, je passe par la case impôt et tout le monde sera content. Malheureusement, j'étais habitué à un format de 2 heures. Donc là, je suis à un format de 2 heures. Faudra peut-être qu'on fasse une partie 2. Et si la vidéo marche et que les personnes voulant une partie 2, très bien. Mettez-le dans les commentaires. Non, mais on n'est pas allé assez dans le détail, mais bon, on est rentré un petit peu, on a philosophé très brièvement sur différents sujets, c'est aussi intéressant de temps en temps. J'ai 2 questions pour terminer ce podcast. La première... Combien je pèse ? 60...
Elle était un peu plus petit que moi, 71 kilos. 76. 76, Ouais. ok. Non, mais combien je pèse Oui, je sais. Et moi, combien je pèse? Tu vas jamais trouver, c'est impossible. En valo? Non, en poids. Tu fais 1 mètre combien? 83. Je suis énorme, même moi, je m'attendais pas à ce poids-là sur la balance. C'est vrai? Ouais. Non, t'es en dessous des 100. 105. Ouais. Première question, c'est quoi ta passion inavouable? Pourquoi inavouable? Parce que j'aurais honte de le dire? Un truc que tu fais, t'as jamais dit et tu dis, bon, c'est un peu gênant. Ah, les clubs échangistes sadomaso, je peux pas en parler. Non. Inavouable? Moi, j'ai honte de rien, en fait. Ou alors que tu fais et qui est pas habituel. Qui est pas habituel. Genre, tu vois, j'ai eu collectionner les chaussons d'Etel, aller sur des plages naturistes. Le cofondateur de Sarenza, il adore aller sur des plages naturistes. On a des gens qui collectionnent les jouets Kinder. Tu vois, c'est des trucs un peu qui sortent de... Les dimanches, je regarde des dessins animés. Ok. Solo ou avec tes enfants? Je commence tout seul, parce qu'ils se lèvent après. Mais je commence Chevalier du Zodiaque, Dragon Ball Z. Donc plutôt des animés type japonais ou asiatique. Ouais. Okay. Ouais. Je peux pas m'empêcher d'avoir mes animés le dimanche matin. Avec un préféré? C'est Dragon Ball. Hein. Ok. C'est Dragon Ball. Après, ça joue fort avec Chevalier du Zodiaque. Hunter x Hunter, t'as vu? Ouais. One Piece? One Piece, c'est pas ma génération. Ok. Hunter x Hunter, c'est pas mal. Ouais. Enfin, surtout le début, je trouve qu'à la fin, ils partent un peu en mais je suis plus très focalisé Dragon Ball. Ok. Ça, c'était mon enfance aussi. Ouais. Même très... en plus, ça se prolonge, si tu veux. Ouais. Mais ouais, très Dragon Ball. Ok. Dernière question, est-ce qu'il y a une question? Alors évidemment, il y en a plein, malheureusement. Ouais. Mais est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée ou un sujet qu'on n'a pas abordé, qui pour toi est primordial, important, et ça, t'aimerais bien en parler? Qui est important? Non, je pense que le plus important, c'est ce qu'on fait là, c'est la transmission, en fait. C'est le futur derrière nous et les générations derrière nous. Alors, pour bien transmettre, si tu avais une phrase ou quelques phrases à la fin, tu l'amènerais comment? J'aime bien un proverbe que j'avais mis dans un de mes livres. Fais ce qui te plaît jusque ça plaise aux autres. Ok. Voilà. J'aime bien cette imagerie. On a parlé souvent du déterminisme dans cette vidéo. Si tu n'acceptes pas ta vie, si tu veux quelque chose de plus extraordinaire, tente-le. De toute façon, quoi qu'il en soit, tu n'as pas grand-chose à perdre. Tu avais Alexandre Astier, le gars qui fait Kaamelott, qui a dit tu as le droit de faire quelque chose que tu n'aimes pas pendant 3, 4, 5 jours. Ouais. Ça arrive. Mais quand tu fais quelque chose que tu n'aimes pas pendant 3, 4, 5 ans, c'est de la bêtise. C'est pas possible. Ouais. Et même, c'est de la bêtise. C'est de la bêtise. En fait, moi, j'en veux pas j'en veux surtout aux gens qui sont dans la classe moyenne, qui ont les capacités cognitives, intellectuelles, physiologiques, de prendre leur destin en main et de le changer. Ces gens-là qui se plaignent de fin de mois difficiles, je te parle de la classe moyenne plus. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, la classe moyenne est devenue limite la classe pauvre. Mais des gens qui ont les capacités à pouvoir changer leur vie, mais qui se plaignent de leurs conditions de vie. Mon travail, j'aime pas, je finis à 17h le soir, des conneries que moi qui me sortent par les trous de nez, tu vois. Là, je peux pas accepter leur discours. Tu vois, à ces gens-là, je peux pas accepter leur discours. Par contre, j'aime pas non plus le discours de l'entrepreneur qui limite verrait un mec à la rue SDF. Attends, s'il est capable de faire la manche, il est capable d'aller travailler au Burger King. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Tout le monde a sa vie, a ses accidents de vie, qui est difficile d'avoir un préjugement sur chacun d'entre nous. Je comprends. On est obligé de terminer. C'était un plaisir à moi. C'était sympa de te recevoir. Merci d'être venu. Merci à toi. Tu faisais partie des 3, 4, 5 personnes avec Olivier et d'autres qui sont, je pense, cool à suivre. Alors, tes vidéos sont peut-être un peu
ancienne si on regarde celle du début, mais en tout cas, je vous invite au moins à regarder celle du paperboard. Je pense qu'elle est toujours d'actualité aujourd'hui. Ouais, j'avais une autre coupe en plus. Tu faisais partie de ceux qui au départ disaient que c'était possible dans n'importe quelle situation d'investir. Et c'est pour ça que je l'ai fait en étant étudiant, puisqu'à 18 ans, j'étais étudiant. Ouais. J'ai utilisé... T'es pas pro conseil pré-étudiant, mais en tout cas, de dire que peu importe la situation, il y avait des possibilités de le faire. Qu'il fallait faire jeune. Qu'il fallait se donner les moyens. Et ça a joué. Aujourd'hui, pour le coup, je fais vraiment ce que j'aime. Donc, je continue de le développer. Et ça me permet de... mon paperboard dans ma vieille cuisine a changé des vies. Mais ça joue beaucoup, je pense. Et donc, t'en as peut-être payé le prix un peu fort, malgré tout, d'après ce que tu dis. Je l'ai voulu. Hein. Je l'ai voulu. Tu peux pas en ayant mon caractère, en partant là où je pars, te dire, tu veux atteindre ce qui est quand même vachement intéressant de ce que j'ai aujourd'hui, sans en prendre plein la gueule. Ouais. Ça n'existe pas, ça. Ouais. Aujourd'hui, je suis un gagnant du loto, mais qui a travaillé dur. Tu vois ce que je veux dire ? Mais c'est comme ça qu'il faut vivre. Et t'en as payé un peu les pots cassés, ça fait partie de la route. Ça fait partie du chemin. T'acceptes. Sinon, te lance pas là-dedans. Pas du tout. N'investis pas, n'entreprends rien, bouge pas. La route est longue, mais le chemin en vaut le détour. Ouais, la vie est belle si tu décides qu'elle l'est. Putain, tu vois, ça c'est un proverbe, il faudra l'écrire. Merci Hassan. Merci à moi.